Bonjour tout le monde. Vous m'entendez bien? Est-ce que le son est clair pour vous? Je vois qu'on est à 33. Son clair, volume un petit peu faible. D'accord. Je peux le monter un petit peu. Voilà, est-ce que c'est mieux pour vous? Un peu mieux? Ok. Après, je peux parler aussi un petit peu plus fort. Je parle doucement. Bon. Peut-être attendre qu'il y ait un petit peu plus de monde. Donc, je vais peut-être présenter un petit peu. Donc, le but de cet atelier, c'est de vous présenter ce que c'est le métier de DevOps et les technologies qui y sont associées. Et vous allez voir finalement que c'est pas si compliqué qu'il y paraît, hein. Mon but, ça va être de le rendre accessible et que vous compreniez tous ce qu'il en retourne derrière le métier de DevOps. Ok, bon. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un petit atelier ce matin. Alors l'atelier, alors il n'y a pas de secret. Il y a une manipulation à faire et tout est documenté. J'ai fait un petit site pour vous mettre tout le détail. Je vous partage ça dans le chat. Donc cet atelier, vous pouvez le réaliser vous-même si vous avez la main sur un nom de domaine. Si vous avez la possibilité d'utiliser des VM Koru ou tout autre type de serveur Linux hébergé. Donc vous pouvez le faire, soit vous le faites en live parce que vous êtes un petit peu à l'aise avec l'administration et puis vous avez envie de suivre les instructions de la documentation que j'ai donnée. Soit vous le faites un peu en mode popcorn et puis on fait ça ensemble, tranquillement. Bonjour Maxime. Vous pouvez vous présenter un petit peu dans le chat. Vous venez de la formation DVVM, de la formation TSSR. N'hésitez pas à vous présenter rapidement. Ça me permet de voir quel est le public aussi, puis de m'adapter. Ok, du TSSR.
D'accord, super les Volva, merci d'être venu. Promis, hein, je le fais vite, après je vous rends à Baptiste. Mm. Ah, alors il y en a quelques-uns de la formation DevOps en cours, donc du coup ben, vous aurez des témoignages. N'hésitez pas à demander si vous voulez avoir plus d'infos, vous pouvez prendre contact avec eux. Et les DBVM, ils sont pas là? Il n'y a pas de DBVM, il y a pas les développeurs ici? D'accord. Ok, bon, ben, du coup, on est entre DevOps et TSSR. Allez, eh bien, on va démarrer. Donc, qu'est-ce qu'on va faire en fait ce matin? On va mettre en ligne un site web. Et pour mettre en ligne un site web, ben, on va utiliser un serveur Linux, tout simplement. Alors, ce serveur Linux va nous permettre de déployer un applicatif qu'on va afficher en HTTP et en HTTPS. Alors, vous allez voir, la manipulation est très simple. Elle se fait en moins de 5 minutes. Et elle s'appuie sur une seule technologie DevOps. L'idée, c'était pas de vous perdre dans toutes les technologies DevOps, c'était de se concentrer sur une technique, de la mettre en place. Et cette technique, c'est Docker. Donc Docker, hein, qu'est-ce que c'est? C'est un système de containers qui peut s'installer sur un environnement Linux. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, les Volva dans votre programme Docker, si c'est vraiment un concept nouveau, n'hésitez pas à me dire. Normalement, les développeurs l'ont tous un petit peu pratiqué. Yes, super, vous l'avez vu. Bon, ok. Bon, bon. Bah, comme ça vous contextualiserez mieux tout ça. C'est chouette. Bon, bah, ça sera un petit atelier complémentaire. Ça vous montrera le potentiel de Docker. Bon, ben, pour notre mise en ligne de site, hein, la première chose à se poser comme question, ben, c'est d'avoir un serveur. Alors moi, je vais vous montrer avec les serveurs Kourou. Je ne sais pas si vous avez manipulé pendant votre formation, mais ça peut être n'importe quel serveur Linux pris chez un fournisseur, chez un hébergeur, pardon. Donc ça peut être, vous connaissez les hébergeurs français, hein, OVH, Scalway, qui me suffit. Ça peut aussi être les gros cloud providers, ça peut être du AWS, du GCP. Le tout, c'est d'avoir finalement un serveur Linux avec une IP publique hein, pour réaliser l'atelier. Et donc, ben, moi, je vais aller sur l'interface de Kourou. Alors, pour ceux qui connaissent ce Kourou et qui ont un accès, vous avez ici une petite section ressources, c'est gestion du serveur cloud. Et moi, j'ai cliqué ici sur démarrer ma VM cloud. Et j'ai ici mon serveur qui est démarré. Alors, il est tout neuf, hein, je l'ai réinstallé pour être certain d'avoir rien de préinstallé dessus et que ma démo soit complète. Et donc, ben, ce serveur, il a un nom ici, un nom public. Et qui dit nom public dit une IP associée. Alors, vous connaissez un petit peu. Alors, attendez, je n'ai pas partagé mon écran, désolé. Je bascule sur mon partage d'écran, une petite seconde. Voilà. Est-ce que c'est bon pour vous? J'avoue que je suis pas trop habitué à OBS. Je vais pas vous mentir, ça m'arrive aussi souvent pendant le cours de parler, d'avoir oublié de partager mon écran.
Tac. Et le chat, je l'ai là. Ok, parfait. Donc Kourou, ici, je reprends un petit peu. Gestion de serveur cloud. Ici, vous pouvez démarrer votre VM Cloud. Vous avez le nom public ici, dans l'URL. Vous l'avez aussi ici. Et donc, derrière ce nom-là, ben, il y a une IP. Moi, je vais aller extraire cette IP-là. Ça va être ma première étape. Alors, je vais utiliser host, tout simplement. Je copie-colle mon FQDN et j'ai une IP qui est associée ici. Alors moi, ben, dans l'atelier, j'ai envie d'avoir un site un peu plus beau que ce nom-là. Et donc, je vais utiliser un registrar et une zone DNS qui m'appartient et dans laquelle je vais créer une entrée DNS pour mon site web. Donc une entrée DNS, pour rappel, c'est tout simplement le fait d'associer un nom à une IP. C'est ce qui nous évite finalement dans notre navigateur de taper des adresses IP. C'est une suite de 4 chiffres, un IPv4 qui sont assez compliqués à retenir, voire impossibles à retenir. Alors, le registrar, je vais le lancer ici. J'aurai besoin de 4 écrans pour avoir le chat sous les yeux en permanence avec OBS. Donc ici, j'utilise comme registrar, j'utilise Porkbun. Alors je sais pas ce que vous connaissez comme registrar. En France, on a Gandhi, on a OVH qui fait registrar. On a qui d'autre? Tous les grands cloud providers évidemment. Il y a Namebay aussi, qui permet d'enregistrer des noms de domaine. Puis en gros, tous les hébergeurs généralement fournissent un service de registrar. Donc vous pouvez aller enregistrer une zone DNS. Une zone DNS, un domaine, un nom de domaine, pardon, ça vous coûte à peu près, ça dépend de l'extension, mais ça coûte entre 10 et 20 euros par an. Donc c'est pas très cher. Et c'est quand même pratique si vous avez des tests à faire. Moi, je vous conseille d'avoir votre petit nom de domaine dans un coin. Donc moi, mon nom de domaine, il s'appelle musis.dev et je vais cliquer sur DNS et je vais aller créer une entrée DNS pour aller pointer vers mon serveur. Alors, c'est une entrée de type A. Je vais dire que je l'appelle démo. Alors, c'est complété par .musis.dev automatiquement. Et ici, je vais récupérer mon IP. Je fais ajouter. Et je devrais l'avoir ici maintenant. Voilà, qui apparaît. Donc maintenant que j'ai créé mon entrée DNS, je vais pouvoir me connecter au serveur. Alors je peux utiliser directement l'IP. Pour l'instant, je vais utiliser directement l'IP. Pourquoi? Parce que finalement, mon nom, je ne suis pas certain qu'il s'est bien propagé, que tout a été inscrit. Il y a des chances que oui, mais il y a des chances que non. Donc pour l'instant, je vais me connecter en utilisant l'IP directement. Alors, maintenant j'ai établi une connexion, un SSH. Alors SSH, vous connaissez, je vous le redécris pas, mais j'utilise une clé SSH privée pour me connecter sur le serveur. Elle est déployée automatiquement sur ma VM Kourou via mon compte de GitHub associé. Si vous avez une VM Kourou, vous pouvez faire exactement la même chose, ça va fonctionner chez vous. Alors là, de manière implicite, je me connecte avec l'utilisateur qui s'appelle Aurélien. Vous, sur votre VM Kourou, vous ne l'avez pas cet utilisateur-là. Vous avez en VM, vous avez un utilisateur qui s'appelle Student que vous pouvez utiliser. D'ailleurs, je vais faire comme ça aussi. Et donc, me voici connecté à mon utilisateur Student. Alors, les actions que je vais effectuer dans mon système, j'ai besoin de passer à administrateur. Donc, ma première étape, ça va être de passer à administrateur. Alors, je vais taper une commande qui s'appelle sudo-i. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qui va se passer derrière cette commande? En fait, elle va aller acquérir les privilèges de l'administrateur et devenir cet utilisateur et charger ses variables d'environnement. Bon.
Je tape mon mot de passe. Et je me voici root. Vous voyez ici dans le prompt, il y a écrit root arrobase le nom de mon serveur. Donc je suis bien connecté en root et j'ai le droit maintenant de faire absolument tout ce que je veux sur le serveur. Alors attention, avec Linux, on peut faire plein de bêtises. Et donc il faut quand même ça, connaître un peu les commandes qu'on tape. Alors maintenant, je vais charger la documentation du tutoriel. Et donc ça, on a fait. Ici, on a créé notre entrée DNS. On n'a pas fait le ping pour essayer. C'est vrai que maintenant, on pourrait faire un petit ping. Allez, on va le faire. On va vérifier que notre entrée DNS marche bien. Alors, ping. Oups. Comme ça. Donc, on avait créé un nom qui s'appelait demo.miosis.dev. On essaye et on voit bien, effectivement, que le ping fonctionne. Ensuite, qu'est-ce qui était prévu? Donc la connexion SSH, parfait. Et ici, maintenant, on a dit qu'on allait s'appuyer sur Docker. Et donc finalement, tout ce dont on a besoin sur ce serveur, c'est un Docker qui fonctionne. Donc on va taper Docker. Et là, vous voyez, il me dit comment notre found Docker n'est pas installé pour l'instant sur ce serveur. Et donc on va devoir l'installer. Pour l'installer, il y a la documentation officielle ici qui va vous expliquer comment configurer le dépôt apt pour faire une installation. On peut l'installer de plusieurs manières différentes, Docker. On peut utiliser les paquets de base de la distribution. On peut utiliser la documentation officielle. On peut aussi utiliser Snap sur Ubuntu. Et chaque distribution Linux a un petit peu sa méthode de faire. Alors nous, on se concentre ici sur notre serveur Ubuntu. Et donc sur Ubuntu, on va aller appliquer, on va aller installer le repository officiel, donc la source de logiciel officielle de Docker. Pourquoi on ne s'appuie pas sur notre source de logiciel de notre distribution Linux? Tout simplement parce que elle est obsolète. Notre distribution Linux date de 2022, avril 2022 pour être plus précis. C'est une Ubuntu LTS 22.04. Et de ce fait, le Docker qui est fourni avec, d'ailleurs il nous le dit ici, regardez, quand on a tapé Docker, il a détecté qu'on ne l'avait pas, il nous a proposé un premier mode d'installation avec Snap. Alors Snap, c'est pas le système de packaging officiel d'une distrib, hein. Le packaging officiel de la distribution, en fait, c'est apt. Apt, il nous propose d'installer Docker.io et ici on installerait la version 20.10 qui est un petit peu vieille. Donc nous, on va aller configurer apt pour installer via les dépôts de logiciels officiels de Docker. Et c'est ici qu'on a cette documentation. Alors je reprends les petites instructions qui sont adaptées ici pour mon environnement de serveur. Donc là, on ne se concentre pas trop sur ces éléments-là, hein. Il n'y a rien. Je ne sais pas si vous voyez bien mon écran. Je peux zoomer un peu peut-être. On va garder un petit shell en dessous comme ça. On zoome un peu là. Ouais. Alors, je vois une question. Est-ce qu'on peut créer un DNS aussi avec student? Le nom de domaine, vraiment, on le fait à part c'est à part du serveur, c'est-à-dire on associe un nom à une IP via finalement un service en ligne, quelque part. Donc il n'y a pas besoin d'être connecté sur le serveur. Si vous n'avez pas de nom de domaine, vous pouvez utiliser le nom qui vous est fourni par Kourou, un profil 12-serveur. Point, alors je ne me souviens plus du nom complet, mais il me semble que c'était .ed.cloud. Attendez. Voilà, vous pouvez utiliser ce nom-là qui vous est fourni ici. Alors attention, pas celui-là. Parce que celui-là, il n'est pas complet. Il manque le .ed.cloud là-dedans. Faudrait qu'on revoie un peu cet affichage. D'accord. Vous pouvez utiliser ce nom-là et vous pouvez faire démo point automatiquement et ça pointera vers ce nom-là pour adapter la suite, ceux qui manipulent en parallèle. Allez, on reprend notre déroulé. Et donc on va effectuer ici ces petites actions.
Alors c'était plutôt celle-là. Voilà. Donc apt update, ça veut dire qu'on met à jour, donc vu que le serveur a été réinstallé, en première étape, on va mettre à jour la liste des paquets. On met pas à jour les paquets avec un apt update, on met juste à jour finalement la liste des paquets disponibles sur notre environnement. Bonjour des box de Dobarks. C'est alors les pseudo Twitch, hein, c'est assez rigolo, ils sont imprononçables à chaque fois. Je sais pas comment ils font les streamers. Il y a toujours pas de DVVM hein, parmi nous. S'il y a des DVVM, il faudrait quand même que j'explique un petit peu plus certains éléments. Non, c'est bon. Ok. Euh, donc là, j'ai mis à jour ma liste de paquets. Maintenant, je vais aller installer deux petits paquets. Alors, ce sont des dépendances pour les installations suivantes, tout simplement. Vous en occupez pas trop. Bon, curl, vous le connaissez peut-être, hein. Ça permet de télécharger des ressources. Si un certificate, il va nous permettre d'installer les certificats de notre dépôt. Alors, cette instruction, je crois qu'elle n'est pas utile, mais on l'a fait. Comme ça, on est certain d'avoir un déroulé fonctionnel. Donc là, ces manips, hein, c'est quand même typique d'un administrateur système Linux et on n'est pas vraiment dans le quotidien d'un DevOps, hein. On va y revenir après. Ici, je fais ça aussi et là, je vais aller mettre mes sources logicielles et maintenant, je devrais pouvoir mettre à jour ma liste de paquets en prenant en compte mon nouveau dépôt. Tout semble s'être bien passé, c'est chouette. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Ben, tout simplement installer Docker. Maintenant qu'on sait comment l'installer et qu'on a mis à jour notre système. Alors, j'avais pas le A, je le fais. Oui, je veux bien installer Docker. Je fais Yes. Donc il installe, il télécharge tous les paquets, il les installe les uns après les autres, il s'occupe de tout. Et à l'issue de ça, hein, on aura Docker qui fonctionne. Prendre un petit peu de temps. Allez, on va essayer maintenant. Ben, on va voir, hein. Déjà, si on tape Docker, qu'est-ce qui se passe? Il se passe quelque chose. Donc la commande fonctionne. Notre logiciel, il est installé. Et on va le tester tout simplement. On va aller exécuter un Hello World. On teste. Donc là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a téléchargé une petite image et il a exécuté derrière dans la foulée. Bon, on s'embarrasse pas des détails, hein, c'est pas le but hein, de cet atelier hein, pour l'instant. Et donc vous voyez ici, il y a eu Hello from Docker, this message. On vous explique que bah, c'est working correctly, donc tout fonctionne bien. Vous avez un Docker qui fonctionne parfaitement, avec un petit résumé hein, de ce qu'il a fait. Il nous propose des petites suggestions. Mais donc nous, ben, on est content hein, finalement parce que ben, on a déjà on a installé notre dépendance. C'est-à-dire qu'on a un serveur Linux et on a Docker, un environnement de Docker qui fonctionne dessus. À partir de là, bah, on va pouvoir déployer notre savoir-faire de DevOps et on va lancer un premier site web. Alors regardez, c'est un simple one-liner. Ici, qu'est-ce qu'il va faire? Cette ligne de commande va lancer une image qui s'appelle Kadi. Kadi, c'est un serveur web comme je pense que vous le connaissez, c'est comme Apache ou Nginx. Kadi a le mérite d'être plus moderne et de s'intégrer plus facilement avec Docker en particulier. Et vous allez voir, hein, c'est assez pratique. Donc on va lancer cette commande et ici, donc là c'est pareil, il télécharge l'image de Docker, pouf, il la lance et ça y est, ça tourne. Si on fait Docker PS ici, vous voyez qu'il y a une image qui tourne
qui écoute sur le port 443. Bon, ben maintenant, il n'y a plus qu'à aller tester. Donc, on va aller tester si un HTTPS, on a un rendu. Alors là, c'est le drame. Ça ne marche pas. Qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, j'ai oublié ici de rendre ma VM publique. Par défaut, les VM Kourou, elles sont bloquées en entrée. Et en appuyant sur ce petit bouton, ben, j'ouvre le port 80 et 443. Si je ne le fais pas, forcément, on ne pourra pas aller afficher le site et puis surtout la négociation de certificats, le challenge ACME ne pourra pas être réalisé par le sous-composant Let's Encrypt qui est appelé un par CADI derrière automatiquement. Donc là, ben, il va falloir attendre un petit peu maintenant qu'on a ouvert et avec un petit peu de chance, ça va se régler. Alors je vais stopper mon image. Et je vais la relancer pour que le challenge se régénère. Normalement, on devrait être bon. On refait un Docker PS. On voit qu'il s'est relancé. Et si tout va bien, ici, on devrait avoir notre affichage. Alors là, pour l'instant, bah, il n'y a rien qui s'affiche, mais tout est bon ici, hein. Vous voyez, il y a le petit cadenas. On a réussi à charger quelque chose en HTTPS. On a ouvert notre connexion HTTP. On est tout bon. Hein, vous pouvez aller voir les informations du certificat. Alors, c'est apparu sur une autre fenêtre. Vous l'avez ici. Afficher le certificat SSL. Il a été généré automatiquement. Alors, comment ça se fait qu'il ait été généré automatiquement? C'est tout simplement Kadi qui le fait automatiquement. En fait, il va aller de lui-même réaliser le challenge ACME. Je ne sais pas si vous avez déjà parlé de Let's Encrypt, d'ACME. Passe peut-être un petit peu vite du coup sur ça. Bon, le challenge ACME, hein, c'est ce qui permet finalement d'avoir un certificat SSL pour avoir un affichage HTTPS et votre site paraît sécurisé. Là, notre site pour l'instant, bah, il n'a aucun contenu et donc on va aller lui mettre un petit contenu. Alors pour mettre un petit contenu, on a un petit one-liner qui va ici écrire un message dans le fichier qui s'appelle site index.html. Et c'est dans ce fichier-là hein, qu'on va mettre notre petit contenu. Et là, maintenant, si on actualise, on va avoir ici un Hello World qui s'affiche. Donc c'est bien, on a bien notre contenu servi en HTTPS. C'est OK pour vous? On peut passer à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est un petit peu de déco. C'est-à-dire, on va essayer de faire un site web un peu plus sympa qu'un Hello World en fait. Donc, on va écrire un fichier qui s'appelle compose.yml. Qu'est-ce qu'il va faire ce fichier? Il va faire un petit peu de la magie. Il va nous lancer une application qu'on va servir avec Kali. Donc là, j'utilise un éditeur, un mode texte qui s'appelle VI pour aller éditer un fichier qui s'appelle compose.yml, tout simplement. Et donc, ça va m'ouvrir un éditeur, un mode texte. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser VI, hein. Il y a d'autres éditeurs comme Nano. Pour ceux qui ne sont pas habitués à VI, utilisez plutôt Nano au début. Voilà, tout à fait. Live is too short to learn VI. Ça prend du temps. Moi, je suis tombé dedans quand j'étais, non pas petit, mais parce que je suis trop vieux pour ça. Mais donc dans ce fichier, je vais copier ce fichier-là. Alors, vous connaissez cette syntaxe, ça s'appelle, je ne sais pas si vous connaissez, ça s'appelle du YAML.
Et là, ça va aller décrire notre service. Bon, on s'inquiète pas trop des détails, mais retenez que ici, il y a un service qui s'appelle Glance. Donc, on va lancer une application qui s'appelle Glance. Donc, je copie-colle ça ici. J'enregistre. Et je vais créer un autre fichier pour décrire mon application Glance. Pareil, c'est du YAML. Je copie-colle, hein. Vous avez tout le contenu, hein, je vous le rappelle, sur le site que j'ai donné au début. N'hésitez pas à aller voir, hein, si vous voulez le refaire après coup. Donc j'édite glance.yml. Hop, je passe à mon insertion, je copie, j'enregistre. Et ben, c'est bon, j'ai tout paramétré. Maintenant, ben, je n'ai plus qu'à lancer. Alors je vais d'abord stopper mon ancien site. Alors il était où? C'était celui-là. Alors je n'avais pas donné de nom, hein, donc on avait juste, j'utilise l'ID. C'est vrai que c'est pas très très convivial. Et maintenant, ben, je vais lancer mon site complet avec une seule commande. Et donc là, il va lire les fichiers YAML, tout va se faire de manière automagique. Et si on actualise, normalement, on devrait avoir un affichage un peu plus rigolo. Voilà, on a un petit site web complet. C'est une petite home page. Dedans, j'ai mis le canal Twitch de Clock. J'ai mis quelques feeds RSS, etc. C'est quelque chose qu'on peut customiser pour se mettre des petits liens dedans. Si vous voulez avoir votre petite home page à vous. Mais voilà, on a configuré. Donc on est arrivé finalement au bout de l'atelier. Alors maintenant, en quoi ce qu'on a fait ici est du DevOps ou n'est pas DevOps, à votre avis? Je vais laisser tourner mon petit site, je vais rouvrir un shell. Qu'est-ce qui, dans notre atelier, était DevOps ou n'était pas DevOps? Euh, une chose qui était DevOps, c'était de faire des fichiers YAML comme ça et de faire un Docker Compose. Hop. Tout le reste, bah, c'était pas vraiment DevOps, c'était plus administrateur système. Et en fait, toutes les actions manuelles qu'on a fait, normalement, bah, quand on est DevOps, on apprend à les automatiser et à les décrire via des fichiers YAML, tout simplement. Alors par exemple, l'installation de Docker. L'installation de Docker, on l'a fait manuellement. Et ben, si je vous montre, je vais vous trouver un petit dépôt où vous allez avoir une installation de Docker décrite via un fichier YAML aussi. De telle manière qu'on n'est plus obligé de taper les commandes. Et si on ne tape plus les commandes, qu'est-ce qu'on peut faire à votre avis? C'est celui-là. Vous inquiétez pas de là où c'est, hein, pour l'instant, c'est pas intéressant. Juste, je voulais vous montrer le fichier YAML de l'installation de Docker. Et regardez ici, ce fichier YAML, il fait exactement les mêmes commandes qu'on a tapées. Alors, je vais revenir sur la doc pour vous faire le parallèle. Il fait exactement ces commandes-là. Il fait la même chose, mais c'est décrit dans un fichier YAML. Et le produit qui permet de faire ça, ben, c'est Ansible et c'est un des outils DevOps essentiels. De la même manière, quand on a créé, ouais, il faudrait automatiser ce déploie lors d'un push, tout à fait. Très très bonne remarque là aussi, hein. Là aussi, c'est quelque chose qu'il faut automatiser. Mais il y a aussi d'abord le fait de créer la VM ici, de la supprimer, de la réinstaller. Tout ça, c'est du provisioning d'infrastructure. Et donc là, l'outil DevOps associé, généralement, c'est aujourd'hui Terraform ou OpenTofu, hein, son équivalent libre. Et comme le fait remarquer Joli Sanglier,
De la même manière, il faut finir d'automatiser tout ça. Et pour ça, euh, on va utiliser une chaîne de livraison de telle manière que finalement les fichiers YAML qu'on a créés, on va les écrire dans un dépôt Git et on va aller paramétrer un déclencheur au moment où on le souhaite, ou au moment où on a envie de le faire, pour aller faire tout ça de manière entièrement automatisée. Et donc du coup, notre déploiement d'application, il va prendre 10 secondes, 20 secondes, et on n'a plus besoin d'intervention manuelle. Tout va se faire de manière automatique. Et c'est un peu ça les astuces et les technos derrière le métier de DevOps. Alors pour l'automatisation euh, de la chaîne de livraison, tout simplement, je peux vous montrer la chaîne de livraison, par exemple, de ce site de documentation. Ce site de documentation, il se génère automatiquement quand je vais créer du contenu dans Git. Et ça se passe ici. Donc alors là, on va prendre quelque chose d'assez simple. On va aller prendre preprod.yml. Vous voyez, c'est toujours des fichiers YAML. Et vous avez ici des actions qu'on peut aller exécuter sur le serveur à chaque déploiement pour aller déployer notre configuration. Donc là, on utilise GitHub Action dans ce cas. Donc on a quoi comme technologie? On a Docker. Celle-là, elle est un peu incontournable. On a Ansible, on a Terraform, on a GitHub Action. Et il manque encore derrière les orchestrateurs de containers, Kubernetes, Docker Swarm, etc. Bon voilà, moi je vous ai présenté techniquement ce que je voulais vous présenter dans cet atelier. Donc je vous laisse poser des questions sur tout ça. Je vais relire les questions que j'ai pu oublier. Ah, alors je vois une question sur UFW. Il n'y a pas UFW sur euh, ici. Dans notre exemple, on utilise une VM dans le cloud AWS et au final, les pare-feux sont gérés via des security groups qui se substituent finalement à UFW. Alors on peut rajouter du filtrage local dans la VM, mais c'est beaucoup moins utile de le faire. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme question? Nanana. NeoVim, ouais. NeoVim, ce qui est un éditeur de code, tout simplement, qui permet d'utiliser VI de manière un petit peu plus intuitive. Alors moi, je l'utilise pas, finalement, je suis passé à VS Code. Je suis passé à VS Code et bon, j'ai encore et j'utilise VI pour les éditions directes sur les serveurs encore. Des fois, on en a encore besoin. Ok, pas plus de questions. Ben, écoutez, je vais vous présenter rapidement peut-être la formation DevOps pour que vous puissiez un peu vous projeter plus sur le programme. Ah, une question. Est-ce que- est-ce qu'une VM est vraiment nécessaire au final ou on peut passer par un déploiement d'images Docker Cloud? Ben, très bonne question. Là, j'ai voulu faire une petite démonstration simple, mais en vrai, une fois que vous avez votre image Docker, que vous avez votre environnement Docker, qui est décrit correctement via des fichiers YAML, ben en fait, vous pouvez le déployer sur une plateforme cloud qui va aller l'exécuter directement. Et vous avez une abstraction à la VM serveur finalement. La VM, ben, vous n'en avez plus conscience. Et cette abstraction-là passe par l'utilisation de ce qu'on appelle un orchestrateur de containers. Et orchestrateur de containers, vous en avez certainement déjà entendu parler, hein. C'est le fameux Kubernetes aujourd'hui qui est devenu une référence sur ce sujet. Mais il y en a d'autres, hein. Il y a Docker Swarm par exemple qui permet de faire des choses équivalentes. Et donc les services d'exécution, d'orchestration de containers sont des services dans lesquels nous on déploie finalement des containers Docker. C'est vrai que c'est assez pratique. Niveau, ça nous simplifie l'automatisation. Bien que ce soit possible de le faire hein, sur une VM typique Linux, hein. Les deux approches ont leurs avantages et leurs inconvénients.
si c'est une toute petite application et que vous n'avez pas de gros besoins, le plus simple souvent, bah, c'est de rester sur une petite VM Linux dans un coin. Ça suffira largement à votre besoin. Alors, je vais charger des slides juste pour vous présenter la formation vite fait. C'est un diaporama. Donc la formation DevOps, on a deux sessions de prévues. On en a une qui démarre au mois d'avril, début avril, on en a une qui démarre au mois de septembre. C'est des formations qui durent 6 mois. Je pense qu'on est à peu près dans les mêmes valeurs que vous avez actuellement sur la formation TSSR, hein, vous êtes à peu près sur la même durée, si je dis pas de bêtises. Le rythme, c'est exactement la même chose que ce que vous faites déjà, du lundi au vendredi. Souvent, le vendredi est asynchrone, pas tout le temps. Mais généralement, il va être asynchrone avec des ateliers AWS, des ateliers Cisco. L'organisation d'une journée, bah, de 9 heures à 15 heures, on fait des cours. Alors, c'est pas du cours juste avec des PowerPoint, hein, on fait aussi beaucoup de manipulation. On vous laisse aussi dans la journée des fois le temps de reproduire à l'identique certaines actions, hein, pour que ça imprime bien. Et en fin de journée, entre 15 et 17, on prévoit un temps de challenge que vous faites généralement sur cette période-là. Après, certains qui ont une vie de famille généralement ne font pas tout à fait les 2 heures là, mais ils vont les rattraper le soir, hein, vous organisez comme vous voulez. Je pense que vous connaissez la chanson. La rentrée imminente, elle est le 7 avril 2025 pour la première session. C'est un titre professionnel administrateur système DevOps niveau 6, donc euh, c'est reconnu par le monde du travail et bah, le niveau 6, donc c'est bac plus 3, 4. En gros, vous développez derrière une certaine autonomie. Et vous n'êtes pas tout à fait niveau ingénieur, mais pas loin en fait, hein. Si vous avez de bonnes compétences et de bons soft skills, hein, vous vous apparentez tout à fait à des salaires d'ingénieur. Les débouchés derrière, hein, c'est bah, ingénieur DevOps, SysOps, DevOps, ingénieur système DevOps, ingénieur cloud, développeur cloud. On peut même aller plus loin, hein. Le débouché, ça peut être aussi d'être tout simplement administrateur système Linux aussi et d'avoir une double compétence DevOps. Pour les développeurs, ça peut aussi être d'être développeur tout simplement avec une double compétence de DevOps. C'est toujours pratique à avoir. Le, le- le DevOps aujourd'hui, c'est une méthode de travail qui peut s'appliquer à tous les corps de métier, autant aux administrateurs système qu'aux développeurs. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le programme complet. Alors, on n'a pas les technos DevOps associés, donc je vais vous en faire la lecture. La première saison, bah, c'est de la prise en main. On apprend à manipuler son poste de travail. Enfin, on revient sur l'utilisation de notre poste de travail. Utiliser un éditeur du style VS Code, utiliser un environnement utiliser Git, hein, ce genre de choses. Euh, Saison 2, algorithmie. Alors, les saisons 2 à 4, ben, c'est du développement. Alors, ça peut faire peur au profil technicien comme vous. Mais c'est vrai qu'on met l'accent sur le développement pour une simple et bonne raison. C'est que qu'est-ce qu'il fait le DevOps? Son métier, finalement, il déploie au quotidien du code sur de la production. Et il met en place des systèmes d'automatisation pour que finalement, quand le développeur appuie sur le bouton final, on fait un git push, hein. Quand il appuie sur le bouton final, ben, ça déclenche tous les process de livraison. Et une chose importante finalement là-dedans, c'est de savoir ce que l'on déploie. C'est important de savoir ce qu'on déploie et c'est pour ça on y consacre pas mal de temps. Nous, chez O'Clock, on pense que c'est important de savoir ce que c'est que du code front, du code back pour savoir architecturer proprement vos déploiements.
Voilà. Après, c'est contextuel. Le but, c'est que vous ayez des notions d'architecture vis-à-vis de code et pas de code réellement. Un DevOps ne code pas au quotidien. Il code une fois de temps en temps un petit bout de code Python euh, et qui va souvent demander d'ailleurs à une IA, hein, soyons honnêtes, de le lui écrire. Alors il va faire attention, il va bien le relire, mais il va pas coder au quotidien. C'est pas son travail, clairement. Ensuite, saison 5, on rentre un petit peu dans le concret. On fait une saison sur le container. Donc, qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est Docker. On parle de Docker. Et on va se servir de Docker comme un socle hein, pour tout le reste de la formation. Ensuite, saison 6 et 7, c'est système et réseau. Donc là, c'est des saisons sur lesquelles les TSSR, vous serez plus à l'aise, clairement. Euh, mais le but, c'est pareil, hein, c'est de remettre tout le monde à niveau sur ces compétences-là. Les développeurs, eux, ici, ils vont galérer, ils vont souffrir, là où vous avez souffert hein, pendant les saisons 2, 3 et 4. Ça va être un petit peu la revanche dans les promos. On a toujours des profils dev et ops et on a souvent des échanges ici. On va avoir ici des TSSR qui ont un petit peu peur, qui sont un petit peu inquiets parce qu'ils ne se sentent pas développeurs et c'est tout à fait normal. Et ici, de la même manière, c'est les développeurs qui feront moins les malins et qui vont être vraiment dans l'effort. Une fois que toutes ces compétences ici sont acquises, en saison 8, on démarre vraiment finalement le sujet du DevOps. Vous avez toutes les bases, toutes les compétences pour appréhender les technologies DevOps. Donc, infrastructure de serveur, qu'est-ce que c'est derrière? C'est du Ansible. Chaîne de livraison, on fait tout ça avec GitHub Action. Une grosse saison, 2 semaines. On apprend à écrire des GitHub Actions, à automatiser tout ça avec Git. Ensuite, saison 10, flux entrant firewall. Donc là, l'idée, c'est de savoir comment aller exposer hein, ces applications. Donc on revient sur tout ce qui est load balancer, reverse proxy, firewalling aussi. Pour tout ce qui est gestion des flux entrants, c'est important avant d'aller plus loin. Saison 11, Cloud Provider. On a un partenariat avec AWS Academy. Et donc, c'est des formateurs au cloud qui vous expliquent le contenu de la formation AWS Academy. Vous avez des supports avec un environnement AWS pour pratiquer au quotidien. Euh, et éventuellement d'ailleurs passer des badges, hein, passer des badges pour valider vos compétences. Je ne sais pas si vous êtes sur LinkedIn en ce moment, vous pouvez voir la session actuelle qui publie ces petits badges hein, parce qu'ils ont validé des compétences. Donc il y a Cloud Foundation qui est la compétence de base requise. Euh, et on a aussi Cloud Operation qu'on vous met à disposition pour ceux qui souhaitent aller un petit peu plus loin. On est un petit peu à deux vitesses hein, sur la saison Cloud Provider. Euh, ensuite, saison 12, infrastructure as code. Et donc là, on va apprendre à provisionner de manière automatique tout ce qui est infrastructure. Donc, c'est-à-dire que load balancer, un firewall, tout ça, on va les décrire dans des fichiers, alors, pas YAML pour le coup, mais presque YAML. C'est du HCL, ça qui ressemble beaucoup. Et on va les décrire et on va aller les déployer automatiquement. Alors ça peut être un cloud provider comme AWS, mais on peut aussi déployer des ressources avec un provider qui serait Proxmox. Je sais que vous faites du Proxmox chez, euh, chez les TSSR. Et bien donc vous pourriez du coup paramétrer automatiquement votre infrastructure avec un provider Proxmox. Et vous allez pouvoir utiliser, créer des VM automatiquement, créer des règles associées. Ensuite, saison 13, container avancé. En gros, ici, on revient sur Docker et on va plus loin avec Docker. On va dans des automatisations de flux entrants avec du trafic, du CADI. On fait du multistaging Docker. On apprend à faire des images propres de petite taille sans forcément utiliser Alpine, vraiment des petites images avec des stages dédiés au build et des stages dédiés à la production.
Et on fait aussi une introduction à l'orchestration avec Docker Swarm. Saison 14, orchestration. Donc là, deux grosses semaines sur Kubernetes principalement. On, on introduit Kubernetes avec un peu de concepts généraux autour de l'orchestration et après on passe sur Kubernetes. Donc Kubernetes, c'est un peu le boss de fin de la formation. Euh, on a besoin de tous les acquis précédents pour faire du Kubernetes. Et Kubernetes aujourd'hui, ben, c'est très recherché sur le marché du travail. Si vous regardez les offres d'emploi sur LinkedIn, vous allez trouver beaucoup d'offres, administrateurs Kubernetes, etc. Aujourd'hui, Kubernetes, j'ai envie de dire, c'est le Linux du système d'exploitation. Il devient aujourd'hui une vraie référence dans tout ce qui est déploiement. Et il a écrasé tous ses concurrents, hein. Il est sorti en 2014, c'est Google qui l'a publié en open source en 2014. Et depuis, il ne fait que monter en puissance et aujourd'hui, il est devenu une référence. Donc, on est obligé aujourd'hui de connaître Kubernetes en tant que DevOps. Saison 15, projet tutoré. Donc là, l'idée, c'est que vous réussissiez à mettre en pratique toutes les saisons précédentes dans un projet démonstratif. Et donc là, l'idée, c'est de vous préparer hein, au titre pro, manipuler tous vos acquis et valider que finalement, vous savez faire quelque chose avec tout ça. C'est un jeu de puzzle, le projet tutoré. C'est-à-dire, vous avez toutes les pièces du puzzle, vous les connaissez toutes. Il vous reste plus qu'à les assembler et voir ce que ça va faire. La session actuelle DevOps, ben, ils vont bientôt démarrer, hein. Ils n'ont pas encore fait orchestration. Ils vont bientôt démarrer le projet tutoré. Donc il leur tarde de pouvoir jouer avec toutes ces technos DevOps sur des cas concrets de bout en bout. Voilà, et quoi d'autre? Donc un accès à la plateforme Cisco, les cours ateliers AWS Academy, Cloud Foundation, Cloud Operation, on en a parlé, et des ateliers autour de la veille techno. Bah, tout à fait. L'idée, c'est de compléter. Le DevOps, c'est quelque chose qui bouge beaucoup, hein, où il y a beaucoup de veilles technologiques à faire. Les technos sortent tous les jours. On peut pas dire qu'on est au courant de toutes les dernières technos. On en apprend tous les jours. Moi, j'en apprends tous les jours hein, sur le DevOps. Et il faut garder cet état d'esprit. Vous allez voir, c'est passionnant parce que ces technos sont toutes modernes. La plus ancienne des technos, finalement, c'est Ansible. Euh, c'est Ansible, je crois qu'Ansible est sorti en 2010, hein. Donc les plus vieilles techno, elles tournent autour de 15 ans. Alors moi je dis que c'est moderne, ça dépend peut-être du point de vue. Mais vous allez graviter autour de techno modernes, voilà. Si on faisait un petit cas pratique, donc là c'était le but de faire l'atelier, on l'a déjà fait. Et donc DevOps, bah, c'est une bonne prolongation en tant que DVVM ou TSSR. Ça peut vous permettre de consolider vos acquis, d'aller plus loin dans de la formation. Les prérequis que j'ai mis, c'était de ne pas avoir peur de la ligne de commande et d'aimer automatiser, hein. Vous l'avez compris, l'automatisation un petit peu partout, à tous les niveaux. Euh, Beaucoup de descriptifs. Il faut maîtriser Git en tant que DevOps. Alors, c'est pas un prérequis, hein. C'est quelque chose que vous apprendrez à faire pendant la formation. Et au final, vous maîtriserez Git. Euh, Là, c'est le gros avantage que vont avoir les développeurs DVVM. Et encore, je pense que les TSSR formés chez nous connaissent déjà Git. Vous pouvez me confirmer quand même, vous devez faire du Git assez régulièrement. Euh, voilà, et ben, j'espère que cet atelier vous a plu. Euh, je m'aperçois que je ne me suis pas trop présenté d'ailleurs. Alors, je sais pas si on peut se présenter à la fin à la fin d'un live Twitch. Donc, je suis formateur DevOps chez O'Clock, donc je donne quelques saisons, je donne pas l'intégralité généralement. On essaye de se dispatcher. Les formateurs DevOps qu'on a chez nous sur cette session, on a eu qui est intervenu? Baptiste est intervenu, vous le connaissez. Moi-même et les autres, je pense que vous les avez pas déjà eu. Je sais pas si Baptiste est par là, il peut confirmer.
Ouais, vous en faites un peu pendant le TSSR. Ouais, du Git, ok. C'est pas... Ouais, vous connaissez pas les autres formateurs, ok. Ouais. Bah, si vous connaissez pas Baptiste, vous avez au moins séché quelques semaines hein, dans l'information. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Ben voilà, j'espère que j'en ai motivé quelques-uns à faire ça. Moi, je trouve que vraiment c'est un super métier. Il y a du relationnel, j'en ai pas parlé, mais le métier DevOps c'est aussi du relationnel parce qu'il faut aller au contact des développeurs, comprendre leurs besoins. Euh, il faut savoir communiquer aussi. Vous pouvez être un excellent technicien si vous n'arrivez pas du tout à communiquer. Bah, vous n'aurez pas comment on dit, toutes les cordes à votre arc. Il faut trouver des finances. Ouais. Alors c'est les mêmes finances que pour la formation que vous faites actuellement, hein. C'est les mêmes process. Vous avez des CPF. Si vous avez la chance d'avoir du CPF, hein, vous pouvez vous en servir, je sais. Après, pour les questions sur les financeurs, je ne suis pas le mieux placé pour ça, je vous avoue. Faut demander aux équipes d'admission chez nous qui, elles, par contre, sont très compétentes sur le sujet. Ils pourront vous aider, vous aiguiller, peut-être vous donner des idées et des solutions pour suivre cette formation. Alors, pour l'instant, non, elle n'est pas prévue en alternance. C'est une formation continue. Formation continue donne pas mal de possibilités de financement. Ah, il y en a qui ont fait le grand vide dans leur CPF. C'est déjà bien de l'utiliser, son CPF. Ah, super, il y a un événement ouais, pour les financements. D'accord, top ça. Alors, tous les métiers, quand on est junior, c'est un petit peu difficile de s'imposer sur le marché. Après, il y a vraiment une forte tension aujourd'hui sur le marché pour les profils de DevOps. Je m'intéresse pas trop aux profils Dev dans mon cas, donc je sais pas pour les profils Dev. Pour les profils DevOps, il y a quand même pas mal de tension aujourd'hui. Donc, qui dit tension, ben, ça veut dire qu'on recherche des DevOps, hein, pardon, c'est quelque chose de positif. Voilà. Il y a quelques années, les salaires de DevOps, ils s'envolaient à des hauteurs assez gigantesques, hein. Ouais, même le double, hein, le double, hein. J'ai connu le double. Après, moi j'ai 20 ans d'XP, donc ceux avec qui j'échange, ils ont aussi tendance à avoir 20 ans d'XP, donc c'est un peu facile. Ouais, en France, après, dans des boîtes internationales pour le coup, mais en France. Généralement en télétravail dans des boîtes internationales. Mais bon, voilà, il faut être fluent in English, quoi. Et plutôt bon et compétent. Bon, ben, j'espère que ce petit live vous a plu. J'ai pour ambition d'en faire régulièrement le vendredi matin. L'idée, c'est d'aller sur My Tailor is Rich. C'est bon, hein, tu es fluente en anglais là. Là, y a pas de doute. Et l'idée, c'est d'essayer de faire des petites démos de Techno DevOps petit à petit. Là, c'est vrai que c'est un atelier, on va dire, très simple à portée générale. Mais l'idée, c'est aussi de faire des petits ateliers d'approfondissement les vendredis, bah, qui concernera à la fois les devs, les DevOps et le TSSR. Tous ceux qui seront intéressés par faire un petit peu de veille techno sur des produits DevOps. Voilà. Bon. Bah, écoutez, il nous reste 2 minutes. Je suis en avance, hein. Ah, sans bagage académique, c'est-à-dire pour mes petites démos DevOps ou pour devenir DevOps. Pour devenir DevOps, il faut avoir un bagage, hein. Si vous démarrez sans rien,
Euh, c'est chaud. C'est chaud, vous pouvez, hein. J'en ai connu qui ont démarré avec très peu, mais ils étaient autodidactes. Ils étaient autodidactes, donc soit ils connaissaient très bien l'administration système Linux. Toutes les technos DevOps sont basées sur du Linux à la base. Elles sont généralement codées avec un langage qui s'appelle le Go. Bon, ça, on n'a pas trop besoin de s'en soucier en vrai, hein. Nous, on utilise les technos. Mais si vous voulez les adapter pour vos besoins, vous verrez que c'est souvent du Go, hein, qui est utilisé. Et pour les petits ateliers, ben, ça dépendra. Pour l'instant, j'ai pas encore trop acté ce que je voulais faire, mais l'idée c'est de faire des choses assez simples. Je vais pas partir dans des trucs complexes, d'être un peu démonstratif et d'aller manipuler, par exemple, les dev containers. Moi, je trouve que c'est quelque chose qui est sorti il n'y a pas suffisamment longtemps pour que ce soit bien connu aujourd'hui. Et ça peut être l'occasion de le présenter pour que les développeurs le prennent en main et les TSSR apprécient la facilité de le déployer, la facilité de déployer des environnements, hein, sur leur poste de travail. On peut parler un MP, oui, y a pas de souci. N'hésitez pas, je m'appelle Aurélien. Alors, vous pouvez me contacter soit sur LinkedIn, soit sur le Slack Pro. Vous trouverez un Aurélien O'Clock sur le Slack Pro. Donc, si vous voulez des infos, si vous voulez, des fois, ne serait-ce que échanger pour voir si le métier de DevOps est vraiment fait pour vous, n'hésitez pas. Bon, bah écoutez, si on n'a pas d'autres questions, bah, je propose qu'on arrête ici ce live. Merci d'être venu. Et on se retrouve le 27 février, jeudi 27, pour pour vous représenter le DevOps. Je présente régulièrement cette formation pour essayer de toucher un maximum de personnes. Ah, vous faites du Python en ce moment, c'est bien le Python. Très utilisé par les DevOps aussi. Hmm. Bon, bah écoutez, je vous laisse. Je vais basculer sur l'accueil et on se retrouve. Bah, j'espère qu'on se retrouvera une prochaine fois au détour d'une salle de classe. Allez, au revoir.